Le champagne était déjà frappé quand Richard Lemercier m'a pris à part lors de sa soirée du Nouvel An. Il n'a pas souri. Il ne m'a pas offert de verre. Il m'a juste regardé avec ses yeux gris froids et a prononcé les mots qui allaient tout changer. Pierre, nous devons parler de ton avenir chez Lemercier Industries. Ou plutôt, de ton absence d'avenir. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 48 ans. Et jusqu'à ce moment-là, je pensais avoir tout compris. Pendant 13 ans, j'avais travaillé dans l'entreprise manufacturière de mon beau-père, commençant comme responsable adjoint des opérations et gravissant les échelons jusqu'au poste de vice-président senior. J'avais tout donné à cette entreprise. Les week-ends, les vacances, du temps avec ma fille que je ne récupérerai jamais. Tout cela parce que Richard Lemercier m'avait promis que la loyauté signifiait quelque chose dans son monde. La fête battait son plein derrière nous. Ma femme, Diane, riait avec sa mère près de la table des amuse-gueules. Ma fille de 12 ans, Emma, jouait avec ses cousins dans le salon. Tout le monde célébrait l'arrivée d'une nouvelle année, complètement inconscient du fait que la mienne était sur le point de s'achever. « Que veux-tu dire par mon absence d'avenir » demandai-je, gardant ma voix basse. Nous nous tenions dans le bureau de Richard, loin du bruit et des gens qui croyaient encore que ce n'était qu'une autre réunion de famille. Richard s'appuya contre son bureau en acajou, celui que j'avais aidé à choisir il y a 5 ans quand il avait rénové ce bureau. Tu as 48 ans, Pierre. Ce n'est pas vieux pour un homme, mais c'est vieux pour cette industrie. Nous avons besoin de sang neuf, d'esprits plus jeunes qui comprennent où va la technologie. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Richard, je suis avec toi depuis 13 ans. J'ai augmenté l'efficacité de la production de 40%. J'ai apporté des contrats valant des millions. L'affaire Santillana, c'était il y a 2 ans, m'interrompit-il. Qu'as-tu fait récemment? Et plus important encore, que peux-tu faire pour les 20 prochaines années? Parce que c'est à cela que je dois penser, l'avenir de cette entreprise. Le pire, c'était la désinvolture de son ton, comme s'il parlait de la météo au lieu de détruire ma carrière. Comme si 13 ans de dévouement ne signifiaient pas plus qu'une garantie expirée. Tu me licencies, dis-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Nous restructurons, corrigea Richard. Mais son ton rendait clair que ce n'était que du jargon d'entreprise pour dire la même chose. Bertrand Carlson prend ton poste. Il a 29 ans, un MBA de HEC, et franchement, il apporte une énergie à l'entreprise dont nous avons désespérément besoin. Bertrand Carlson, je le connaissais. Jeune, ambitieux, le genre de type qui portait des costumes coûteux et parlait de disruption comme d'une religion. Il avait été embauché 6 mois plus tôt comme consultant, et j'avais même été son mentor sur certains de nos plus gros comptes. Quand? Demandai-je. Le 15 janvier sera ton dernier jour. Nous te donnerons un package de départ, bien sûr. 6 mois de salaire, assurance santé pour 1 an. C'est plus que généreux. 6 mois de salaire après 13 ans de service. Plus que généreux. La rage qui montait en moi me faisait suffoquer. Est-ce que Diane le sait? Demandai-je. Pas encore. J'ai pensé que tu voudrais le lui dire toi-même. Après la fête, bien sûr. Inutile de gâcher le nouvel an de tout le monde. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une décision d'affaires. C'était personnel. Richard n'avait jamais pensé que j'étais assez bien pour sa fille. N'avait jamais cru qu'un gosse d'un quartier ouvrier de Lille méritait de faire partie de la famille Lemercier. Et maintenant qu'il avait obtenu 13 ans de travail de ma part, c'était fini. Je suis sorti de ce bureau et me suis tenu dans le couloir, écoutant les bruits de fête filtrer à travers les murs. Rire, musique, gens trinquant au nouveau commencement pendant que mon monde s'effondrait. Diane était toujours près de la table des amuse-gueules, mais maintenant, elle regardait son téléphone, souriant à quelque chose sur l'écran. Emma était passée au piano et jouait une mélodie avec un doigt. Son visage se plissait de concentration. J'ai pris une décision à ce moment-là. Pas la décision intelligente, pas la décision pratique, mais la seule décision qui semblait honnête. Je suis parti. Je suis passé devant la fête, j'ai pris mon manteau dans le placard de l'entrée et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. L'horloge de mon tableau de bord indiquait 22h47. Dans 1h13, tout le monde compterait à rebours vers la nouvelle année. Ils s'embrasseraient et se feraient des câlins et prendraient des résolutions pour devenir de meilleures personnes. Moi, je ferais mes bagages. La maison était silencieuse quand je suis arrivé. Trop silencieuse.
Je me tenais dans le salon où Diane et moi avions organisé nos propres fêtes du Nouvel An pendant des années, où Emma avait fait ses premiers pas, où nous avions construit ce que je pensais être une vraie vie ensemble. J'ai pris 2 valises dans le garage et j'ai commencé à faire mes bagages. Vêtements, articles de toilette, les quelques objets personnels qui comptaient vraiment pour moi. La photo de mes parents qui étaient tous deux décédés à 6 mois d'intervalle il y a 3 ans. La montre de gousset que mon grand-père m'avait donnée quand j'avais obtenu mon diplôme universitaire. La couverture de bébé d'Emma que je gardais dans le tiroir de mon bureau, parce que parfois, les jours difficiles, je la regardais juste et me rappelais pourquoi je travaillais si dur. J'étais presque fini quand j'ai entendu la voiture de Diane dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte et sa voix a crié, aiguë de colère: «Pierre, qu'est-ce que tu crois faire en quittant la fête comme ça? As-tu une idée de à quel point c'était embarrassant?» Je suis sorti de la chambre avec ma valise. Diane se tenait dans le couloir, encore dans sa robe de designer, son visage rouge de champagne et de rage. «Ton père m'a licencié», dis-je simplement. Elle cligna des yeux. «Quoi? Ce soir? Avant que vous trinquiez tous à la nouvelle année, il m'a emmené dans son bureau et m'a dit que j'étais remplacé par Bertrand Carlson. Je suis trop vieux, apparemment. Plus utile.» L'expression de Diane a changé, mais pas de la façon que j'attendais. Pas de choc, pas d'indignation en ma faveur, juste du calcul. Comme si elle essayait de comprendre comment cela l'affecterait. «Pierre, je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Papa ne ferait pas juste. Il l'a fait. Le 15 janvier est mon dernier jour. 6 mois de salaire de départ et une poignée de main. C'est ce que 13 ans vous rapporte dans la famille Lemercier. Bon, peut-être que si tu avais été plus proactif pour apprendre les nouvelles technologies. Bertrand a toutes ses idées sur l'automation et l'intégration de l'IA. Peut-être que papa pense juste.» Je levai la main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. «Non, ne le défends pas, ne fais pas de cela quelque chose où je ne suis pas assez bon. J'ai tout donné à cette entreprise, Diane, tout. Alors, que fais-tu? Tu fais tes bagages? Où penses-tu aller?» «Je ne sais pas», admis-je. «Mais je ne reste pas ici. Pas dans cette maison que ton père a achetée pour nous. Pas dans cette vie où je ne suis précieux que tant que je suis utile à l'Empire Lemercier.» Les yeux de Diane devinrent froids. «Tu es ridicule. Il est presque minuit. Où est Emma? As-tu même pensé à ta fille?» «Emma est encore chez tes parents, avec ses cousins. Elle ira bien là-bas ce soir. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que j'appellerai demain. Pierre, si tu franchis cette porte...» «Quoi? Tu divorceras? Ta famille m'a déjà jeté, Diane. Qu'est-ce qu'il reste?» J'ai pris mes valises et je suis passé devant elle. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle est juste restée là dans le couloir, sa flûte de champagne de la fête encore dans la main, me regardant partir comme si j'étais un étranger qu'elle n'avait jamais vraiment connu. L'horloge de ma voiture indiquait 23h38 quand j'ai commencé à conduire. Je n'avais pas de destination. J'ai juste conduit, regardant les rues de notre banlieue céder la place à l'autoroute, puis au quartier plus ancien de la ville, où la gare routière était assise comme une relique d'une autre époque. Je me suis garé dans le parking presque vide et j'ai fixé le bâtiment. Quelques personnes étaient à l'intérieur, visibles à travers les fenêtres sales. Des voyageurs se dirigeant quelque part pour le Nouvel An. Des gens avec des plans et des endroits où aller. Je n'avais rien. Pas de plan, pas de destination. Juste les vêtements dans mes valises et une rage qui se transformait lentement en autre chose. Du chagrin peut-être, ou juste de l'épuisement. L'horloge a sonné minuit pendant que j'étais assis là. Quelque part, les gens acclamaient et s'embrassaient et faisaient des promesses sur de meilleurs lendemains. Quelque part, ma fille regardait probablement l'horloge de ses grands-parents compter à rebours vers 0. Quelque part, Diane disait à sa famille que Pierre était devenu fou, parti sans raison, prouver qu'il n'avait jamais vraiment été du matériel Lemercier après tout. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché dans la gare routière. Le guichet était tenu par un gosse qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Derrière lui, un tableau de départ listait des villes où je n'étais jamais allé. Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux. «Je peux vous aider?» demanda le gosse. «Combien pour un billet vers n'importe où?» Il me regarda comme si j'étais fou. «Il faut choisir une ville, monsieur?» «Lyon,
dis-je, choisissant la première sur la liste. Elle est simple. Le billet coûtait 127 euros. Le bus partait à 2h15. J'avais 2 heures à tuer dans une gare routière le soir du Nouvel An, regardant des gens ivres entrer et sortir en titubant, regardant des familles se retrouver, regardant les vies d'autres gens se passer, pendant que la mienne s'effondrait. Je me suis assis sur une des chaises en plastique dur et j'ai sorti mon téléphone. 43 messages, la plupart de Diane allant de en colère à désespérée. 3 de sa mère me demandant où j'étais et si j'avais besoin d'aide. 2 d'Emma envoyés avant minuit. Papa, où es-tu? Et bonne année, papa. Je ne pouvais répondre à aucun d'eux. Que dirais-je? Que son grand-père m'avait jeté comme un déchet? Que sa mère avait pris son parti? Que tout ce que j'avais construit pour elle s'effondrait parce que je n'étais pas assez jeune? Pas assez utile? Pas assez Le Mercier? Excusez-moi, monsieur, ça va? Je levai les yeux pour trouver une jeune femme debout devant moi. Elle avait peut-être 28 ou 29 ans avec des cheveux noirs tirés en queue de cheval et des yeux qui exprimaient une préoccupation genuine. Elle portait un sac messager et une tasse de café, habillée comme si elle sortait d'un bureau, bien qu'il soit passé minuit. Je vais bien, hein, dis-je automatiquement, mais ma voix se cassa sur le deuxième mot. Elle s'assit sur la chaise à côté de la mienne, sans invitation, mais pas malvenue. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous avez l'air de quelqu'un qui vient d'avoir la pire nuit de sa vie. Il y avait quelque chose dans sa franchise qui fit s'effondrer les murs que j'avais construits. Peut-être parce qu'elle était une étrangère, peut-être parce que je n'avais plus rien à perdre. Mon beau-père m'a licencié ce soir, dis-je, les mots se déversant, à sa fête du Nouvel An. Après 13 ans dans son entreprise, il a dit que j'étais trop vieux. Plus utile? Il m'a dit que j'étais remplacé par un gamin de 29 ans avec un MBA qui pense tout savoir. La femme hocha lentement la tête. C'est brutal, je suis désolé. Et ma femme? Je ris amèrement. Ma femme a pris son parti, n'a même pas remis en question, a juste commencé à trouver des excuses pour lui comme si je le méritais d'une façon ou d'une autre. Alors, vous fuyez? Je pars. Il y a une différence? Y en a-t-il? Elle prit une gorgée de son café. Où le billet de bus vous emmène-t-il? Lyon? Ou peut-être nulle part? Je ne sais plus. Elle fut silencieuse un moment, m'étudiant avec ses yeux intenses. Puis, elle sortit son téléphone et passa un appel. Papa, dit-elle quand quelqu'un répondit. Je l'ai trouvé. Je la fixai. Quoi? Oui, j'en suis sûr. Elle continua au téléphone, me regardant directement. Il est à la gare routière. A acheté un billet pour Lyon, sur le point de jeter 13 ans d'expérience parce qu'un Richard l'a convaincu qu'il était inutile. Qui êtes-vous? Demandai-je, mais elle leva un doigt, écoutant toujours celui qui était à l'autre bout de la ligne. D'accord, je vais l'amener. Elle raccrocha et se tourna vers moi. Je m'appelle Victoire Ashford. Mon père est Jacques Ashford. Il dirige Ashford Solutions Industrielles. Le nom me frappa comme un train de marchandises. Ashford Solutions Industrielles était une des plus grosses firmes de conseil industriel du pays. Il se spécialisait dans le redressement d'entreprises défaillantes, l'optimisation des opérations, ramener des entreprises mourantes du bord du gouffre. Pourquoi êtes-vous ici? Arrivai-je à demander. Parce que mon père m'a envoyé trouver quelqu'un. Quelqu'un de spécifique. Quelqu'un qui a augmenté l'efficacité de la production de 40% chez Le Mercier Industries. Quelqu'un qui a décroché l'affaire Santillana contre 3 concurrents plus gros. Quelqu'un qui est apparemment assez stupide pour penser qu'il est fini à 48 ans. Je n'arrivais pas à traiter ce que j'entendais. Comment savez-vous? Mon père vous observe depuis 2 ans, monsieur Dubois. Il attendait le jour où Richard Lemercier serait assez stupide pour vous laisser partir. Et quand j'ai vu la liste des invités de la fête de ce soir et entendu par le bouche à oreille ce qui se passait, j'ai su que ce soir était le soir. Ça n'a aucun sens. Victoire se leva et me tendit la main. Venez avec moi. Mon père veut vous rencontrer. Et croyez-moi, ce qu'il offre est bien mieux qu'un billet de bus pour Lyon et une vie passée à se demander ce qui aurait pu être. Je regardai sa main, puis le tableau de départ, puis elle à nouveau. Chaque partie rationnelle de mon cerveau criait que c'était insensé. Mais le même cerveau rationnel m'avait donné 13 ans de loyauté à un homme qui m'avait jeté sans réfléchir.
Que veut votre père? Demandai-je. Vous offrir un travail et vous montrer ce que vous valez vraiment. J'ai pris sa main et me suis levé. Le billet pour Lyon est resté sur le siège derrière moi. Certains voyages, j'apprenais, ne sont pas destinés à être faits. Certaines fins ne sont en réalité que des commencements déguisés. Nous avons conduit à travers les rues silencieuses dans la Tesla de Victoire, les lumières de la ville se reflétant sur les bâtiments qui semblaient différents d'une certaine façon. Tout semblait différent maintenant. Elle ne faisait pas de conversation, n'essayait pas de combler le silence. Elle conduisait juste avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement où elle allait et pourquoi. Puis-je vous demander quelque chose? Dis-je finalement. Allez-y. Pourquoi moi? Il y a des gars plus jeunes, avec de meilleures références, des gens avec des MBA d'école que je ne pouvais pas me permettre. Qu'est-ce qui fait que je vaux la peine d'être traqué dans une gare routière? Victoire me jeta un coup d'œil, puis regarda à nouveau la route. Vous savez ce que mon père dit sur les diplômés d'école de commerce? Ils connaissent toutes les théories, mais aucune des réalités. Ils peuvent vous dire comment optimiser un processus sur papier, mais ils n'ont jamais été debout sur un sol d'usine à 3 heures du matin, essayant de comprendre pourquoi la ligne de production 7 continue de se coincer. Le Mercier a dit que j'étais trop vieux, que je ne comprends pas la nouvelle technologie. Le Mercier est un idiot qui a hérité d'une entreprise que son père a construite. Vous voulez savoir ce que les vrais leaders reconnaissent? L'expérience, la sagesse, la capacité à résoudre des problèmes qui n'ont pas de réponse nette de manuel. Nous sommes entrés dans le parking souterrain d'un gratte-ciel du centre-ville. Même à 1 heure du matin le jour du Nouvel An, le bâtiment était éclairé, ses fenêtres brillant contre le ciel nocturne. Votre père travaille le jour du Nouvel An? Mon père travaille quand il y a du travail à faire. Vous l'aimerez. L'ascenseur nous a menés au 27e étage. Les portes se sont ouvertes directement dans une zone de réception qui criait le succès. Art moderne sur les murs, mobilier élégant, fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Mais ce n'était pas ostentatoire. C'était confiant. La différence était tout. Jacques Ashford se tenait près des fenêtres quand nous sommes entrés, une tasse de café à la main. Il avait peut-être 65 ans, avec des cheveux argentés et le genre de présence qui remplissait une pièce. Quand il s'est tourné vers moi, j'ai vu les yeux de Victoire dans son visage. « Pierre Dubois ?» dit-il, traversant la pièce avec sa main tendue. « Merci d'être venu. » Sa poignée de main était ferme et j'ai remarqué les callosités sur sa paume. Ce n'était pas un homme qui avait passé sa vie derrière un bureau. Il avait travaillé avec ses mains, construit des choses, compris ce que signifiait le vrai labeur. « Monsieur Ashford, j'apprécie quoi que ce soit, mais je suis confus sur pourquoi je suis ici. Vous êtes ici parce que Richard Lemercier est un imbécile, et moi non. » Il fit un geste vers un fauteuil en cuir. « Asseyez-vous, parlons. » Victoire disparut dans un autre bureau, nous laissant seuls. Jacques s'installa dans le fauteuil en face de moi, posant son café sur la table entre nous. « Je suis votre carrière depuis 3 ans, dit-il. Depuis que vous avez redressé l'usine de Lemercier à Amiens. Vous vous souvenez de ce projet? » Je m'en souvenais. L'usine d'Amiens saignait de l'argent, au bord de la fermeture. J'avais passé 6 mois là-bas, vivant dans un motel bon marché, travaillant 16 heures par jour pour diagnostiquer les problèmes et implémenter des solutions. Au moment où je suis parti, l'installation était à nouveau rentable. 53 emplois sauvés. Je me souviens, vous n'avez pas juste sauvé cette installation, Pierre. Vous avez fondamentalement changé la façon dont elle fonctionnait. Vous avez écouté les ouvriers, les gens qui fabriquaient réellement les produits, et vous avez implémenté leurs suggestions. C'est rare. La plupart des consultants arrivent avec des solutions préfabriquées qui ignorent l'élément humain. Merci, mais je n'ai pas fini. Jacques se pencha vers l'avant. Après ça, je vous ai regardé gérer l'affaire Santillana. 3 entreprises plus grandes enchérissaient contre vous. Toutes offraient des prix plus bas. Mais vous n'avez pas juste vendu des produits, vous avez vendu des relations. Vous avez compris ce dont Santillana avait besoin, pas juste ce qu'il demandait. Monsieur Ashford, pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous dirigiez ma division des opérations. Autonomie complète, salaire à 6 chiffres avec des bonus de performance, participation au capital de l'entreprise. Vous superviserez 12 directeurs régionaux et serez responsable de 500 millions d'euros d'opérations annuelles.
Le chiffre me frappa comme de l'eau froide. C'est... c'est plus que ce que je gagnais chez le Mercier. C'est ce que vous valez, Pierre. Ce que vous avez toujours valu. Richard le Mercier était trop stupide pour le voir. Je me reculais dans le fauteuil, mon esprit s'emballant. Mais je n'ai pas de MBA. Je n'ai pas les références que... Vous avez 13 ans d'expérience du monde réel. Vous avez le genre de connaissances pratiques qui ne peut pas s'enseigner en école de commerce. Et plus important encore, vous avez quelque chose que la plupart des gens dans cette industrie n'ont pas. De l'intégrité. Comment le savez-vous? Jacques sourit. Parce que quand l'usine d'Amiens se redressait, vous auriez pu prendre tout le crédit, écrire un rapport soulignant votre brillance, vous faire passer pour le héros. Au lieu de ça, vous avez écrit un document de 40 pages créditant les ouvriers par leur nom, expliquant leurs contributions en détail. Ce rapport a traversé mon bureau. C'est là que j'ai su que vous étiez différent. Je sentais quelque chose d'étrange se passer dans ma poitrine. De l'espoir peut-être, ou juste la première respiration après avoir été sous l'eau trop longtemps. Que ferais-je concrètement? Réparer des entreprises cassées. Nous consultons pour des entreprises qui échouent. Et votre travail serait de comprendre pourquoi et d'implémenter des solutions. C'est du travail à haute pression, à forts enjeux. Vous voyagerez, travaillerez de longues heures, ferez face à des problèmes impossibles. Mais vous changerez aussi des vies, sauverez des emplois, construirez quelque chose qui compte. C'était tout ce que j'avais voulu faire chez Le Mercier, mais qu'on ne m'avait jamais permis de faire. Richard m'avait gardé dans des rôles opérationnels, gérant des systèmes existants, plutôt que les transformant. Quand commencerai-je? Le 2 janvier, demain. Votre fille? Il fit une pause. Emma, c'est ça? Elle a 12 ans. Le fait qu'il connaisse le nom de ma fille aurait dû être effrayant, mais d'une certaine façon, ce ne l'était pas. C'était minutieux. Cela montrait qu'il avait fait ses devoirs. Comment connaissez-vous Emma? Parce que je fais de la connaissance des gens que j'embauche mon affaire. Vous allez bientôt divorcer. Je le serai bientôt. Jacques hocha la tête. Alors vous aurez besoin de flexibilité pour les arrangements de garde. Nous pouvons travailler de la maison 2 jours par semaine. Vous aurez un contrôle total sur votre horaire tant que le travail est fait. Cela semble trop beau pour être vrai. Ce n'est pas le cas. C'est juste ce qui arrive quand quelqu'un reconnaît votre valeur au lieu de l'exploiter. Je regardais par les fenêtres la ville en contrebas. Quelque part là-dehors, Diane appelait probablement son père, lui disant que j'étais parti. Emma pleurait probablement, se demandant pourquoi son papa n'était pas là quand elle se réveillerait le jour du Nouvel An. Richard Le Mercier planifiait probablement déjà comment présenter mon départ comme une démission plutôt qu'un licenciement. Et Le Mercier Industrie? Demandai-je. N'y aura-t-il pas conflit d'intérêts? Jacques rit. Richard Le Mercier a passé des années à casser les prix de ses concurrents, rendant impossible la survie des petites entreprises. Je ne fais pas d'affaires avec des hommes comme ça, et vous non plus désormais. Donc c'est aussi pour l'abattre? C'est pour vous donner la carrière que vous méritez. Si ça montre à Richard quelle erreur il a faite, c'est juste un bonus. Victoire revint avec un dossier. Contrat, dit-elle, le posant sur la table. Clause de non-concurrence standard, package d'avantages, détails sur la participation au capital. Lisez-le. Si vous voulez qu'un avocat le révise, nous pouvons attendre. J'ai pris le dossier. Le chiffre du salaire sur la première page était plus que ce que j'avais gagné en 2 ans chez Le Mercier. La participation au capital vaudrait des millions si l'entreprise continuait de croître à son rythme actuel. Pourquoi, Victoire? Demandai-je soudain. Pourquoi envoyer votre fille me trouver dans une gare routière? Jacques sourit. Parce que Victoire a de bons instincts sur les gens. Et parce que je voulais que vous voyiez que cette entreprise valorise la famille. Je travaille avec ma fille parce qu'elle est brillante, pas parce qu'elle est ma fille. Le mérite compte ici, Pierre. C'est la culture que nous avons construite. Je pensais à Richard Le Mercier, qui avait donné à son propre gendre 13 ans de travail et 0 respect, qui avait embauché Bertrand Carlson parce qu'il avait l'air bien sur papier, pas parce qu'il avait mérité sa position. J'accepte, m'entendis-je dire. Jacques se leva et tendit à nouveau sa main. Bienvenue chez Ashford Solutions Industrielles. Vous commencez demain à 9 heures. Victoire vous montrera votre bureau et vous présentera à l'équipe. Demain, c'est le 1er janvier.
Et vous avez 500 millions d'euros d'opérations à vous familiariser avec. L'équipe vous attend. Nous nous sommes serrés la main et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas juste du soulagement, mais un but, une direction. Le sens que peut-être ce n'était pas une fin après tout. Victoire me conduisit à un hôtel près du bureau. Un de ces endroits de séjour prolongés avec des kitchenettes et des espaces de travail. L'entreprise couvre 2 mois pendant que vous réglez votre situation de logement, dit-elle. Après ça, il y a un package de relocalisation si vous voulez déménager plus près du bureau. Il faut que je voie ma fille. Bien sûr, prenez la matinée. Venez après le déjeuner. Le truc de 9 heures était juste pour voir si vous étiez sérieux. J'ai presque ri. Vous me testiez? Toujours. Mon père n'a pas construit cette entreprise en prenant les gens pour argent comptant. Elle s'arrêta dans le parking de l'hôtel. Pierre, je vais être honnête avec vous. Ce travail va être dur. Vous allez faire face à de la résistance de gens qui pensent que vous avez obtenu le poste parce que papa avait pitié de vous. Vous allez travailler plus longues heures que vous le faisiez chez Le Mercier, au moins la première année. Je peux gérer ça. Je sais que vous le pouvez. J'ai lu vos évaluations de performance, toutes, de chaque année. Vous avez porté la division des opérations de Le Mercier pendant les 5 dernières années. Maintenant, vous obtiendrez finalement le crédit pour ça. Après son départ, je suis resté assis dans la chambre d'hôtel longtemps, fixant mon téléphone. Finalement, j'ai appelé Diane. Elle répondit à la première sonnerie. « Où diable es-tu » ? « Je suis dans un hôtel. Est-ce qu'Emma va bien ?» « Elle est bouleversée, Pierre. Elle ne comprend pas pourquoi tu es parti. » Puis-je lui parler ? « Il est 2 heures du matin. Elle dort. » « Alors dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je vais la chercher demain après-midi et nous irons à cette pizzeria qu'elle aime. » Diane fut silencieuse un moment. « Qu'est-ce que tu fais, Pierre ? Tu fais une sorte de crise de la quarantaine ? Je prends un nouveau travail. » « Un nouveau ? Tu n'as même pas officiellement quitté Le Mercier encore. Tu ne peux pas juste… » « Je peux, Diane. Ton père a rendu très clair ce soir que je ne lui suis plus précieux. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui reconnaît ce que je vaux. C'est insensé. Non, rester avec une entreprise qui me traitait comme un déchet aurait été insensé. C'est moi qui finalement me respecte assez pour partir. Emma a besoin de stabilité. Elle a besoin que son père ne court pas partout en prenant des décisions impulsives. Emma a besoin que son père lui montre qu'on ne laisse pas les gens vous traiter comme si vous étiez jetable. J'appellerai dans la matinée. J'ai raccroché avant que Diane puisse répondre. Puis, j'ai éteint mon téléphone et me suis endormi pour la première fois en mois, sans ce poids sur ma poitrine. Le lendemain matin, 1er janvier, je me suis réveillé à 6 heures, pas parce qu'une alarme avait sonné, mais parce que mon corps était habitué au matin tôt après 13 ans de conditionnement. J'ai pris une douche, mis un des costumes que j'avais emballés et me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait semblait différent, d'une certaine façon, plus léger, comme s'il avait posé un fardeau qu'il portait si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de se tenir droit. J'ai rallumé mon téléphone, 72 messages. J'en ai ignoré la plupart et j'ai appelé directement le numéro d'Emma. Papa. Sa voix était petite, inquiète. Salut ma chérie, je suis désolé pour hier soir. Maman a dit que tu as quitté ton travail et que tu es parti. Elle a dit que tu pourrais déménager. Je n'ai pas quitté, bébé. Grand-père Richard m'a licencié. Mais j'ai un meilleur travail, un très bon. Et je ne déménage nulle part sans toi. Promis ? Je promets. Que dirais-tu que je vienne te chercher à midi ? Nous prendrons une pizza et une glace et je te dirai tout. Est-ce que je peux rester dans ton nouvel endroit ce soir ? Je regardais autour de la chambre d'hôtel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Absolument. Prépare ton sac de nuit. Après avoir raccroché avec Emma, j'ai appelé mon avocat. Il s'appelait Martin Croix et je l'avais utilisé pour du travail contractuel chez Le Mercier. Il répondit malgré le fait que c'était le jour du Nouvel An. « Pierre, tout va bien ? J'ai besoin que tu gères mon divorce et j'ai besoin que tu t'assures que mon package de départ de Le Mercier Industries soit étanche. Pas d'échappatoire, pas de clause qui pourrait me blesser plus tard. » Diane l'a finalement fait ? Son père l'a fait. Longue histoire. Tu peux m'aider ? Je rédige déjà la paperasserie. J'aurai quelque chose à réviser vendredi. À midi, j'ai conduit chez Richard Le Mercier. Mes mains étaient stables sur le volant, mon esprit clair. Diane m'a rencontré à la porte avec Emma debout derrière elle,
sac à dos prêt. Nous devons parler de ça, dit Diane. Non, nous ne devons pas. Martin Croix va te contacter au sujet des procédures de divorce. Tu peux lui parler. Pierre, tu agis comme un enfant. J'agis honnêtement. Pour la première fois en 13 ans, je suis complètement honnête sur ce que je veux et ce que je mérite. Emma poussa devant sa mère et me serra dans ses bras. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Allons chercher cette pizza. Pendant que nous roulions, Emma fut silencieuse un moment. Puis elle dit, c'est à cause de ce que grand-père Richard t'a dit? Tu as entendu ça? J'ai entendu maman et grand-mère en parler ce matin. Elles ont dit que grand-père faisait juste ce qui était le mieux pour l'entreprise. Que tu devrais comprendre que ce n'est pas personnel. Je me suis garé sur le parking de la pizzeria et me suis tourné vers ma fille. Emma, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Quand quelqu'un te dit que te maltraiter n'est pas personnel, il mente. Tout ce que nous faisons aux autres est personnel. Et si quelqu'un te fait sentir comme si tu ne valais rien, comme si tu n'étais pas assez, tu t'en vas. Tu trouves des gens qui voient ta valeur. Comme ton nouveau travail? Exactement comme mon nouveau travail. Autour de la pizza, je lui ai tout raconté sur Jacques Ashford et Victoire, sur le nouveau poste, sur les opportunités à venir. Emma écoutait avec le genre d'attention sérieuse qu'elle réservait habituellement à ses livres préférés. Alors, tu vas aider d'autres entreprises? Demanda-t-elle. Je vais réparer des choses cassées, les rendre meilleures. C'est ce que tu faisais toujours à l'entreprise de grand-père. Oui, mais maintenant je pourrais le faire à ma façon, et je pourrais passer plus de temps avec toi. Emma sourit, le premier vrai sourire que j'avais vu d'elle en moi. Bien, j'aime quand tu es à la maison. Cette nuit-là, Emma s'endormit sur le canapé-lit de la chambre d'hôtel en regardant un film. Je me suis assis au petit bureau, lisant le contrat que Jacques m'avait donné. Chaque clause, chaque avantage, chaque responsabilité. C'était légitime. C'était réel. C'était tout ce que le Mercier avait promis, mais jamais livré. Mon téléphone vibra avec un texto de Victoire. Demain va être intense. Reposez-vous et félicitations d'avoir fait le bon choix. J'ai tapé en retour. Merci pour tout. Sa réponse arriva rapidement. Remercier mon père. Je n'étais que la messagère. Mais pour ce que ça vaut, je suis contente que vous nous rejoigniez. Nous avons besoin de gens qui se soucient vraiment. Le lendemain matin, j'ai ramené Emma chez Diane avant d'aller chez Ashford Solutions Industrielles. Le bureau était occupé malgré le fait que c'était le 2 janvier. Des gens bougeant avec un but à travers l'espace moderne. Victoire m'a rencontré à l'ascenseur. Prêt? Autant que je peux l'être. Elle m'a mené à travers le bureau, me présentant aux membres de l'équipe dont j'essayais désespérément de me souvenir des noms. Il y avait Marc, le coordinateur logistique qui était avec l'entreprise depuis 8 ans. Sarah, l'analyste opérationnelle qui avait obtenu son diplôme de Polytechnique à 19 ans. David, le directeur régional qui avait redressé 3 installations défaillantes en 2 ans. Tout le monde était jeune, talentueux et complètement concentré sur le travail. Pas de politique, pas de coups de poignard dans le dos, juste de la compétence et du respect. Mon bureau était au 27e étage, avec des fenêtres donnant sur la ville. Il était 3 fois la taille de mon bureau chez Le Mercier, avec un vrai bureau, des meubles confortables et assez d'espace pour vraiment réfléchir. Réunion d'équipe dans 30 minutes, dit Victoire. Vous présenterez votre approche de la gestion opérationnelle. Papa veut entendre votre philosophie avant qu'on vous assigne votre premier projet. C'est rapide. C'est comme ça qu'on travaille ici. L'an coûte cher. Rapide et intelligent gagne. La salle de réunion était bondée. 23 personnes, toutes me fixant avec diverses expressions de curiosité et de scepticisme. Jacques s'était assis en bout de table, l'air calme et dans l'attente. Tout le monde, voici Pierre Dubois. Il prend en charge la division des opérations. Pierre, la parole est à vous. Je me suis levé, mon cœur battant. C'était ça. Le moment où soit je prouvais que je méritais cette opportunité, soit je confirmais les soupçons de tout le monde que j'étais juste un cas de charité. Je ne vais pas prétendre avoir toutes les réponses, commençai-je, mais j'ai passé 13 ans à apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas en fabrication et opération. Et la plus grosse chose que j'ai apprise est ceci. On ne peut pas réparer une entreprise depuis une salle de conseil. On la répare depuis l'atelier.
Marc se pencha vers l'avant, intéressé. Que voulez-vous dire? Je veux dire que les gens qui font vraiment le travail en savent plus sur ce qui est cassé que tout consultant jamais. Mon travail n'est pas d'arriver avec des solutions préfabriquées. C'est d'écouter, apprendre et implémenter des changements qui font sens pour chaque situation spécifique. Sarah leva la main. Mais qu'en est-il de la standardisation? L'efficacité à travers multiples installations? La standardisation est importante, mais pas au coût de l'efficacité. Chaque installation est différente. Différents ouvriers, différents équipements, différents défis. Il faut adapter votre approche à la réalité sur le terrain. Les questions vinrent vite après ça. Des questions dures, intelligentes, le genre de défi qui me forçait à défendre ma philosophie avec des spécificités et des exemples. À la fin de l'heure, j'étais épuisé mais exalté. Jacques hocha approbativement. Votre première mission est l'installation de Clermont-Ferrand. Il saigne 200 000 euros par mois et le client veut les fermer. Vous avez 90 jours pour les redresser ou recommander la fermeture. Victoire ira avec vous comme analyste principal. 90 jours, 200 000 euros par mois de perte. Tout reposant sur mon premier projet avec cette entreprise. Quand partons-nous? Demandai-je. Demain matin, vol de 6 heures. Cette nuit-là, j'ai appelé Emma pour lui dire bonne nuit. Je vais à Clermont-Ferrand pour un moment, ma chérie, mais je serai de retour chaque week-end. Pour réparer des choses cassées? Exactement. Je suis fier de toi, papa. Ces 4 mots signifiaient plus que tout salaire, tout titre, toute validation de Jacques Ashford. Ma fille était fière de moi. C'est ça qui comptait. L'installation de Clermont-Ferrand était pire que ce que j'avais attendu. Équipement obsolète, ouvriers démoralisés, management qui avait abandonné il y a des mois. Mais c'était aussi exactement ce pourquoi j'avais été formé. Victoire et moi avons passé 3 jours juste à écouter, parlant aux ouvriers de chaîne, équipe de maintenance, superviseurs d'atelier. Tout le monde avait des idées sur ce qui n'allait pas. La plupart avaient des suggestions sur comment le réparer. Pourquoi personne n'a implémenté ces solutions? Demanda Victoire à un des ouvriers seniors. Parce que personne ne nous a jamais demandé, répondit-il. Les consultants avant vous sont venus, ont regardé autour pendant 2 jours, écrit un rapport et sont partis. Ils ne nous ont jamais vraiment parlé. Cela devint notre approche. Chaque matin, nous travaillions l'atelier nous-mêmes, apprenant l'équipement, comprenant le flux de travail, expérimentant les problèmes de première main. Chaque soir, nous compilions des notes et développions des solutions basées sur ce que les ouvriers nous avaient dit. Après 30 jours, nous avions réduit les pertes à 120 000 euros par mois. Après 60 jours, nous étions à l'équilibre. Après 90 jours, l'installation était profitable pour la première fois en 3 ans. Jacques vola pour la révision finale. Il parcourut l'atelier, parla aux mêmes ouvriers que Victoire et moi avions interviewés le premier jour et révisa nos rapports d'implémentation. Pierre, dit-il alors que nous nous tenions dans le parking regardant l'équipe du soir arriver. C'est exactement ce que je savais que vous pourriez faire. C'était un effort d'équipe. Victoire était instrumentale. Oui, elle l'était. Mais vous avez dirigé. Vous avez pris les décisions. Vous avez gagné leur confiance. C'est ça le leadership. 6 mois dans mon nouveau travail, j'ai reçu un appel de Bertrand Carlson. Il dirigeait mon ancienne division chez Le Mercier Industrie depuis 5 mois. Pierre, c'est Bertrand. J'ai besoin de tes conseils. À propos de quoi? Tout. L'installation d'Amiens échoue à nouveau. L'efficacité de production a chuté de 22% depuis que tu es parti. J'ai essayé d'implémenter de nouveaux systèmes, mais rien ne marche. J'ai presque ri. Presque. Bertrand, as-tu parlé aux ouvriers d'atelier? As-tu leur demandé ce qui avait changé? Je veux dire, j'ai envoyé un sondage. Un sondage? Es-tu vraiment allé là-bas? As-tu été sur l'atelier? As-tu parlé aux gens face à face? Silence. Puis, Richard a dit que tu étais démodé, que les sondages et l'analytique de données étaient plus efficaces. Richard avait tort sur beaucoup de choses. Les données ne te disent pas sur le contremaître dont la femme vient d'avoir un cancer, ou la machine qui fait un bruit bizarre avant de casser, ou le raccourci que tout le monde connaît mais qui n'est pas dans le manuel. Il faut être là, Bertrand. Il faut se soucier des gens, pas juste des chiffres. Vas-tu m'aider? Non.
Mais je vais te donner le même conseil que mon père m'a donné quand je commençais. Les gens qui font le travail en savent plus que toi. Écoute-les. J'ai raccroché et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, pas de la justification, juste de la tristesse pour ce que Le Mercier Industries devenait sans personne qui comprenait vraiment comment la diriger. Un an après avoir quitté Le Mercier, j'ai été promu vice-président exécutif chez Ashford Solutions Industriels. Je supervisais 47 installations, gérais 200 employés et avais redressé 9 opérations défaillantes. Emma passait chaque week-end avec moi dans ma nouvelle maison. Diane avait remarié un avocat d'entreprise qui travaillait encore plus d'heures que je le faisais. Elle semblait heureuse, et j'étais sincèrement content pour elle. L'entreprise de Richard Lemercier commença à perdre des contrats majeurs. Les clients n'étaient pas satisfaits de la baisse de qualité. Bertrand Carlson démissionna après 8 mois, épuisé et brisé par un travail pour lequel il n'était pas prêt. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Je me sentais juste reconnaissant d'avoir trouvé des gens qui valorisaient ce que j'apportais. L'appel arriva un mardi après-midi. Victoire fit irruption dans mon bureau avec son téléphone dehors. Vous devez voir ça. C'était un article de journal. Le Mercier Industries dépose le bilan. Je me suis assis lentement, lisant les détails. 3 ans de revenus en baisse, efforts de modernisation ratés, perte de clients majeurs. Richard Lemercier démissionnait de son poste de PDG. Comment vous sentez-vous demanda Victoire. Fatigué? Triste? Cette entreprise employait 300 personnes. Elles vont toutes perdre leur travail parce que Richard était trop orgueilleux pour reconnaître ce qu'il avait. Vous pourriez l'acheter. Je la regardais. Quoi? Papa fait déjà les calculs. Le Mercier Industries pourrait être acquise pour peut-être 15 millions d'euros. C'est rien pour notre portefeuille. Vous pourriez la diriger, la réparer, sauver ses emplois. L'idée était insensée et parfaite en même temps. Jacques ferait vraiment ça? Il le ferait si vous le vouliez, comme une façon de montrer à Richard Lemercier ce qui arrive quand on jette des gens précieux. Je pensais à ces 300 ouvriers, des gens avec qui j'avais travaillé pendant 13 ans. Amis, collègues, des gens avec des familles et des prêts immobiliers et des vides qui allaient être détruites. Organiser la réunion. 3 semaines plus tard, je marchais dans le bureau de Richard Lemercier comme le nouveau PDG de Lemercier Industries. Le bâtiment était le même. Le mobilier était le même. Mais tout le reste était différent. Richard était encore là, vidant ses affaires personnelles. Il leva les yeux quand j'entrai et quelque chose dans son expression s'effondra. Pierre. Richard, tu es là pour triompher? Non. Je suis là pour sauver les emplois de 300 personnes qui ne méritent pas de souffrir parce que tu as pris de mauvaises décisions. Il s'affaissa dans sa chaise. J'avais tort sur toi. Oui, tu avais tort. Mais ce n'est pas pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que cette entreprise a encore de la valeur. Les ouvriers ont encore des compétences. Les clients ont encore des besoins. Tu as juste oublié comment connecter ces choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la réparer de la même façon que j'ai réparé 9 autres entreprises, en écoutant les gens qui font vraiment le travail. Richard hocha lentement la tête. Diane dit que tu es heureux, qu'Emma parle de toi comme si tu étais une sorte de héros. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a finalement compris que ma valeur ne vient pas de l'opinion de quelqu'un d'autre sur moi. Elle vient de ce que je sais que je peux faire. Il se leva et tendit sa main. Bonne chance, Pierre. Cette entreprise, elle mérite quelqu'un qui s'en soucie. Nous nous sommes serrés la main et j'ai regardé partir de ce bureau qui avait été le sien pendant 30 ans. Puis j'ai appelé Victoire. Rassemblez l'équipe, nous avons du travail. Au cours des 18 mois suivants, nous avons complètement redressé le Mercier Industries. Nous avons ramené d'anciens clients qui étaient partis pendant le déclin. Nous avons amélioré l'équipement et les processus. Plus important, nous avons écouté les ouvriers et implémenté leurs suggestions. Emma avait maintenant 14 ans, assez âgée pour comprendre ce qui s'était passé, assez âgée pour voir son père construire quelque chose de réel. Elle commença à venir au bureau les week-ends, regardant comment nous opérions, posant des questions intelligentes sur les affaires et le leadership. Papa, dit-elle un samedi après-midi alors que nous révisions des rapports de production, pourquoi penses-tu que grand-père Richard ne pouvait pas faire ce que tu fais?
Parce qu'il a hérité de l'entreprise. Il n'a jamais eu à construire quelque chose lui-même. Il n'a jamais appris que le respect se mérite, ne se donne pas. Tu le détestes? Non. J'ai de la peine pour lui. Il avait quelque chose de précieux et ne l'a pas reconnu jusqu'à ce que ce soit parti. C'est vrai pour l'entreprise et pour moi. Victoire frappa à la porte de mon bureau. Réunion de famille. Papa veut tout le monde. Au siège d'Ashford Solutions Industrielles, Jacques rassembla toute l'équipe exécutive, incluant moi, son plus nouveau partenaire dans l'entreprise élargie. Nous avons eu une année record, annonça Jacques. Revenus en hausse de 40%, 12 redressements réussis et l'acquisition de Lemercier Industries a ouvert des portes que nous n'avions jamais pensé possibles. Il me regarda directement. Pierre, vous avez dépassé toutes les attentes. Vous avez pris un effondrement dans une gare routière et l'avez transformé en catalyseur pour transformer non seulement votre vie, mais multiples entreprises et des milliers de vies. J'ai eu de l'aide, dis-je. Victoire m'a trouvé. Vous m'avez donné une chance. Les équipes ont fait le travail réel. Mais vous avez dirigé, c'est ça qui compte. Après la réunion, Jacques me prit à part. Je prends ma retraite dans 2 ans. Victoire prendra le relais comme PDG, mais je vous veux comme président et directeur des opérations. Vous dirigerez le côté opération complètement. Jacques, je ne sais pas quoi dire. Dites oui et souvenez-vous que l'homme qui vous a dit que vous étiez trop vieux et pas utile avait juste peur de quelqu'un qui savait vraiment faire le travail. J'ai accepté, bien sûr. Et alors que je conduisais à la maison ce soir-là, je pensais à ce moment dans la gare routière quand tout semblait perdu et qu'une étrangère aux yeux bienveillants avait demandé si j'allais bien. Parfois, être cassé est la seule façon de découvrir de quoi vous êtes vraiment fait. Parfois, les gens qui vous jettent font juste de la place pour les gens qui reconnaîtront votre valeur. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas la revanche du tout. C'est juste bien vivre, construire quelque chose de réel et montrer aux gens qui vous ont sous-estimé exactement ce qu'ils ont perdu. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 51 ans. Je suis le président et directeur des opérations d'Ashford Solutions Industrielles et le PDG de Lemercier Industries. Je suis père d'une fille incroyable qui est déjà plus intelligente que je ne le serai jamais. Et il y a 3 ans, j'étais assis dans une gare routière pensant que ma vie était finie alors qu'elle ne faisait vraiment que commencer. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, si elle vous rappelle que votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui ont échoué à la voir, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que tout le monde a quelque chose de précieux à offrir. Parfois, il faut juste être jeté pour s'en rendre compte. Et parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est d'avoir quelqu'un qui voit votre valeur quand vous pouvez à peine la voir vous-même. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.